Bien, on va reprendre les travaux de ce colloque sur les propriétés esthétiques avec Jacques Morizot, qui est professeur honoraire à l'université Aix-Marseille, et ses recherches portent de manière générale sur le mode de fonctionnement sémiotique, ou les modes de fonctionnement sémiotique et cognitif des objets iconiques. Et il s'intéresse aux relations entre l'esthétique et la philosophie de l'esprit, l'épistémologie et les approches naturalistes. Il a écrit, parmi les livres qu'il a publiés, il y a Goodman, Modèle de la symbolisation chez Vrin, et Qu'est-ce qu'une image, qui a été récemment réédité chez Vrin, et également aux presses universitaires de Rennes, dans la collection Estetica, Naturaliser l'esthétique, un volume qu'il a dirigé. Et ça, il parlera aujourd'hui, répondra à la question de quoi une image est-elle la vérité, ou qui a peur des noms réalistes. Merci. Bon, je voudrais d'abord remercier Claudine, évidemment, pour son invitation, et Alexandre pour le suivi attentif du colloque. Organisation. Bon, une remarque préliminaire d'abord. Bien que je n'ai jamais accordé, pour ma part, une attention spéciale aux vagues, j'ai certainement eu tort, mais cela ne m'empêchera sans doute pas de dire beaucoup de choses vagues ou trop vagues. Et peut-être aussi des choses qui sont encore mal ficelées et quelques provocations. Je ne suis pas sûr d'être exactement, d'ailleurs, dans le cadre du colloque, puisque je parlerai beaucoup des images, puisque je pourrais dire, comme Baudelaire, que les images sont mon unique passion. Alors, au point de départ de ma réflexion, il y a la conviction qu'une image est à la base un dispositif destiné à faire signifier le monde, à travers l'information qu'on acquiert sur lui et la manière dont elle peut l'exploiter. Comme tout autre symbole, elle doit être interprétée et elle sert à interpréter. L'inconvénient d'une affirmation aussi générale est d'apparaître tout à la fois trop forte, puisqu'une foule d'images sont en réalité insignifiantes, et aussi trop faibles, parce que ce qui retient l'attention dans une image comporte de multiples dimensions hétérogènes et parfois incompossibles. En revanche, elle a le mérite de nous ramener à la source de son pouvoir, ce qui lui a permis de perdurer tout au long de l'histoire de notre espèce. Avant toute analyse, il convient donc d'exclure plusieurs conceptions, à commencer par les deux suivantes. La première, que j'appellerais le nihilisme iconique, bon, je ne tiens pas spécialement à cet intitulé, tient que l'image n'est qu'un objet du monde parmi tous les autres. Il n'est certes pas erroné de dire qu'une image peut être une entité matérielle qui partage avec une multitude d'objets des caractéristiques physiques communes, par exemple de taille, de localisation, de structure. Mais s'en tenir là mène à une impasse évidente. En devenant un élément quelconque de la réalité, elle ne peut revendiquer aucune capacité de renvoi. Elle ne vaut que pour elle-même, dans son opacité de choses, dans son opacité de choses, elle se réduit à ce que Rochlitz nommait son habitacle. Or, les habitacles sont des conditions ni nécessaires ni suffisantes à l'accomplissement de l'opération iconique. La perception n'y joue d'ailleurs pas de rôle essentiel dans cette conception, alors qu'elle est au fondement de l'usage ordinaire que nous faisons de l'image, qui serait du même coup inapte à assumer sa fonction de prothèse visuelle. L'autre conception qu'il faut écarter d'emblée est celle de la duplication incontrôlée ou indifférente, selon laquelle tout spectacle du monde possède d'emblée
une modalité indéfinie d'enregistrement, sous forme d'empreintes, de reflets, de traces. Ce sont d'ailleurs ces métaphores qui se sont imposées dans les tout premiers écrits sur la photographie. Imaginez un miroir qui a gardé l'empreinte de tous les objets qui s'y sont reflétés, écrivait Jules Janin en 1839. Et les premiers qui ont eu la volonté d'utiliser la photographie comme médium artistique, ainsi les pictorialistes, ont eu à conquérir un espace propre de visibilité qui ne coïncidait pas avec celui de la peinture. C'est que Wollheim aimait à le rappeler, un dessin ou tout autre matériau iconique n'est pas seulement quelque chose qui est arrivé, mais quelque chose que nous avons fait et qui présuppose donc un degré minimal d'intentionnalité, moins au sens d'un programme délibéré de création que d'un ensemble complexe, quoique flou, de contraintes techniques et mentales qui matérialisent le projet de donner forme à un contenu. Ce qu'avait très bien vu, par exemple, un auteur comme Fiedler, même si on est réticent, disons, sur les réponses qu'il apporte. D'où ce thème tellement insistant de concrétiser ce qui ne se voit pas, qui n'est pas l'invisible en soi, mais les marges, l'envers, les potentialités du champ de vision qui permettent à une œuvre d'entrer en résonance avec les données naturelles. Et l'aboutissement en est le credo formaliste et antimimétique de Riegel, c'est dans la préface de sa grammaire plastique. L'histoire de l'art est l'histoire des exploits de l'homme, créateur, en compétition avec la nature. Pas en imitation, en compétition avec la nature. En somme, l'image est toujours au sujet du monde. Elle nous relie à lui, à quoi d'autre pourrait-elle le faire, sans cependant le répéter ni se perdre en lui, en explorant des chemins que les lois de la nature rendaient possibles, bien que non obligatoires. Le propre d'une image est sa capacité de dénoter de manière singulière, multiple ou nulle, et même si son analyse est étrangère à l'univers iconique, j'ai pour ma part toujours trouvé regrettable que Frege ait choisi le terme d'image pour caractériser les cas où l'on n'a pas à prendre en compte la dénotation d'un énoncé. Bon, ça n'a aucune importance en fait, mais personnellement, j'ai toujours regretté ce choix-là. Alors, est-ce que défendre cela revient à poser les prémices d'une position réaliste? Je ne le pense pas, car l'image la plus intéressante pour l'artiste, pour le philosophe, n'est pas celle qui rassure, mais celle qui met en question nos évidences spontanées, non pas en vue de les récuser en bloc, mais au moins pour en évaluer la teneur ou la portée. Peut-être sommes-nous toujours en face de l'image en situation d'interprétation radicale, en tout cas bien davantage que dans le cas du langage, où l'on doit d'abord apprendre une grammaire et un vocabulaire avant de pouvoir exprimer quelque chose, alors que l'image mobilise des routines perceptives qui relèvent de notre héritage phylogénétique et d'imprégnation socio-culturelle dont aucune ne donne l'équivalent de règles de lecture. Et contrairement à ce que sous-entendent certains discours sur le virtuel, n'importe quoi ne peut pas fonctionner comme une image, ne peut pas développer la forme de dualité indispensable pour cela. Bon, je reste attaché personnellement à la twofoldness de Wollheim, mais je ne parlerai pas de ça, c'est un peu extérieur à la question. Bon, il convient en fait de ne jamais perdre de vue la légitimité de deux niveaux ou de deux versants, je dirais, l'un épistémologique et l'autre esthétique, qui n'engagent pas le même type de rapport à leur objet, qui peut être le même. Il est à coup sûr raisonnable de prendre au sérieux un réalisme épistémologique,
Donc je ne suis pas du tout un anti-réaliste viscéral et forcené. À condition toutefois de le concevoir dans sa version modérée, irréductible avec le réalisme métaphysique tel qu'il a été dénoncé par Putnam. Je pencherai volontiers personnellement pour une forme de réalisme structural qui accorde davantage d'importance aux articulations du réel qu'à l'inventaire détaillé de son contenu. Certes, un tel réalisme présente en apparence quelque chose d'incomplet ou de suspendu, de lointain, disait naguère Tespagna, ce qui a l'inconvénient de laisser soupçonner d'avance qu'il serait affaibli ou contesté, alors qu'il s'agit simplement de le mettre en adéquation avec les résultats que la physique contemporaine se reconnaît en droit d'atteindre. Mais faute de compétences, je ne dirai rien de plus là-dessus, c'est juste un point de repère que je pose. Alors, le point majeur à mes yeux, c'est que d'un réalisme épistémologique, qu'il soit robuste ou désillusionné, à un réalisme esthétique, la conséquence n'est pas bonne, sauf à tenir pour négligeables les paramètres qui structurent l'expérience et la réflexion esthétique. Si je suis persuadé que l'esthétique ne peut pas se passer d'un horizon épistémologique, dont les points d'appui sont à chercher en priorité aujourd'hui dans une philosophie de l'esprit, je suis tout autant persuadé que l'épistémologie ne peut pas à elle seule tenir lieu d'esthétique. Il ne s'agit en tout cas pas en aucune manière de plaider pour un antiréalisme de principe ou de doctrine qui n'aurait pas la moindre chance d'être plus convaincant que l'adversaire qu'il s'acharne à construire, mais de se montrer plus circonspect ou plus lucide sur les limites d'usage du couple réalisme-non-réalisme. Tant qu'on s'inscrit dans la filiation de la métaphysique et de la physique classique, en laissant à distance les objets de l'astrophysique, de la microphysique et toute la variété des espaces fictionnels, ce couple conserve une physionomie nette et rassurante et sa pleine évidence théorique. Plus on s'en éloigne et plus les repères se brouillent ou tendent à fonctionner sur un mode hypothétique. Il me semble que ce qui est vrai de la science contemporaine l'est encore davantage de l'esthétique, quoique sans doute d'autres manières. Ici, la prévalence du questionnement ontologique, et par questionnement ontologique, donc, je n'entends pas quelle sorte d'entité est une œuvre, mais vers quelles entités pointe ce qu'elle contient. Donc, la prévalence du questionnement ontologique tend à céder le pas au profit de variables plus contextuelles et dont la sensibilité ne peut pas faire totalement abstraction de la situation dans laquelle elle s'inscrit, ce qui introduit à coup sûr une dose de relativité, mais ne valide pour autant aucune dérive subjectiviste. L'esthétique, à mes yeux, doit satisfaire à deux exigences qui se complètent. D'une part, l'objectivité des opérations esthétiques. Les attributions ne sont pas des préférences individuelles, ni un simple profil statistique, et elles obéissent à une contrainte de généralité. Toute raison de valider une attribution ne peut s'appliquer à elle seule, comme si l'on se trouvait devant une situation qui n'a pas d'équivalent. Mais d'autre part, la reconnaissance d'un pluralisme des hypothèses de lecture, sans lequel interpréter régresse vers une déduction rigide ou une tautologie. Et je trouve que Frank Sibley me semble avoir fondamentalement raison lorsqu'il écrivait « Il n'est nullement vrai que l'esthétique se place à la périphérie de la philosophie, une sorte de petit canton éloigné où il n'y aurait qu'à décliner ce qui a si bien marché ailleurs, puisque, ajoutait-il, les esthéticiens rencontrent des gammes de concepts plus larges que ceux étudiés dans la plupart des autres branches de la philosophie
et qui les inclut inévitablement. Et je ne suis pas sûr que cette remarque ait suscité un retentissement notable dans la discipline, que ce soit en France et même dans le monde anglo-saxon. Alors, il découle des remarques précédentes que la qualification de réaliste en esthétique ne peut s'utiliser de façon massive et uniforme, et l'usage omniprésent du terme tend souvent, dans le discours presque ordinaire, je dirais, à le réduire à une pure convention stylistique, c'est-à-dire culturelle et révisable, si bien que la force d'une frontière entre ce qui serait ou non réaliste vacille. Toutes les œuvres sont à coup sûr des voies d'accès au monde, car, je le répète, il s'agit toujours bien in fine de lui, et non pas d'entités mentales ou de créatures conceptuelles, qui l'approfondissent au double sens d'en recevoir une impulsion et d'en faire l'occasion d'une proposition, dans un sens qui mêle le quasi-logique et le stratégique. Et quand c'est une image, et plus particulièrement d'une image à finalité artistique, le seul dont je parlerai ici, qui est concerné, eh bien, tout se passe comme si le parcours qui mène au résultat n'a rien de direct ou d'univoque, il est parsemé d'embûches, de détours et de faux raccourcis, de carrefours incertains. Et contrairement à la vulgate qui fait florès dans l'espace médiatique, il n'est nullement nécessaire d'aller puiser ces exemples dans les productions les plus extrêmes, qui sont parfois seulement conçues pour déjouer la familiarité, alors que des œuvres parmi les plus classiques en présentent déjà de multiples traits, pour peu qu'on cesse de les tenir d'avance pour acquises et qu'on interroge leur identité. Chacune offre un lieu intéressant et problématique, un point ou bien un point aveugle qu'on peut mettre selon le cas en parallèle ou en contraste avec d'autres, ou s'orienter pour enquêter ce qui fait la vérité d'une image. Alors, je me propose simplement d'en illustrer quelques aspects à partir de deux thèmes, celui de la dénotation et celui des propriétés esthétiques. Alors, je tiens pour acquis, comme je l'ai dit plus haut, qu'une image dénote au sens d'un mode de référence, c'est-à-dire qu'elle renvoie à une réalité qui se place au-delà d'elle. Mais ceci ne spécifie pas encore à partir de quel point d'appui elle opère, ni vers quel point d'aboutissement. Ancrée dans une situation concrète, l'opération reste néanmoins ouverte à diverses variations, mais n'est pas totalement détachable de son contenu singulier, puisque celui-ci incorpore dans ses données la forme de sa manifestation. Et alors j'emprunterai deux exemples qui relèvent de l'art le plus traditionnellement figuratif, volontairement, chez Poussin et chez Manet. Alors, vous pouvez peut-être trouver surprenant que j'aille analyser des images en parlant de philosophie de l'art, mais je pense répondre un peu plus loin, parce que pour moi, la distinction, à partir du moment où on met en question le réalisme, la distinction entre ce qui est artistique et ce qui est esthétique mérite d'être révisée. Soit en effet les grands tableaux de paysages que Poussin a peints à la fin de sa vie, qu'on a coutume de considérer à la fois comme une apothéose du classicisme et comme un paradigme convaincant de ce à quoi peut atteindre un mode réaliste de représentation. Aucun d'eux n'est pourtant l'image d'un paysage réel, mais une composition patiente, réalisée à partir d'une pluralité de vues partielles, glanées par le peintre lors de ses promenades dans la campagne romaine. Quelqu'un pourrait bien reconnaître un des endroits qui l'a inspiré, mais la présence de lieux voisins incompatibles avec lui ne peut que compromettre son identité
géographique. Malgré le recours au collage, terme qui est bien sûr anachronique, le tableau est non seulement le schéma d'un paysage cohérent, mais une tentative réussie pour incarner un paysage idéal qu'on ne peut rencontrer nulle part dans notre environnement naturel et qui peut d'autant plus facilement devenir l'incarnation d'un programme allégorique, témoin le cycle des saisons exposé au Louvre. Tout se passe comme si la force du réalisme pictural, au sens le plus stylistique du terme, était en mesure de neutraliser l'information génétique et d'obscurcir par avance tout témoignage qu'on peut tirer d'une enquête d'orientation ontologique. C'est un paradoxe, je trouve, sur lequel on insiste rarement, mais qui me semble constitutif de l'ambition que nous plaçons dans la grande peinture figurative, qui ne se réduit jamais ni à la simple projection de ce qu'on voit, ni à une transcription de ce qu'on sait. Bon, je renvoie sur ce point aux belles analyses de Louis Marin, en particulier donc sur les problèmes de description des œuvres, où l'ekphrasis se présente comme un mixte de découvertes visuelles et d'invention de récits, d'hypothèses théoriques et d'ancrage perceptif. De plus, Poussin introduit dans ces paysages, d'allure si dénotative, des personnages qui s'en distinguent immédiatement. Certains y figurent de manière presque anecdotique, comme l'homme piqué par un serpent, qui n'est probablement aucun homme particulier, ni même existant, mais, comme dirait Goodman, une image d'homme, et plus précisément l'homme dans le tableau de Poussin. Bon. D'autres, en revanche, sont empruntés à l'histoire, Diogène, Phocion, à la mythologie, Orion, Polyphème, Orphée, ou aux écrits bibliques, Saint Matthieu et l'Ange, sans que rien ne permette de repérer une différence entre ces situations. Et ici encore, leur statut ontologique dissemblable ne produit aucune incongruité représentationnelle. Flincher évoquait dans Deeper into Pictures le cas d'un dessin d'enfant qui reste l'image d'un visage complet, bien qu'aucune de ses parties ne dénote les yeux. Ici, le paysage conserve une évidence naturaliste, même quand on est informé du statut fictionnel des personnages qui en font partie. La puissance de la générativité naturelle suffit à engendrer un contexte plausible sans garantie ontologique. Ce qui peut sembler donc le comble du réalisme est en réalité un mixte complexe, un tissu hybride d'éléments qui pointent vers le réalisme et d'autres pas. Qu'est-ce qui importe alors le plus dans l'opération dénotative? Est-ce l'ensemble qui unifie fictivement les différences, ou bien les détails qui ne cessent de recréer des fractures? Faudrait-il faire abstraction de ces considérations référentielles, les écarter comme contingentes et dénuées de signification? Mais que signifie une revendication réaliste lorsque les paramètres artistiques des objets qui en forment le support ont une réalité non clairement assignable ou qu'on peut mettre entre parenthèses? Moi, je suis toujours surpris d'entendre certains philosophes dire que vous soyez réaliste ou non réaliste, de toute façon, ça ne change rien dans votre rapport aux œuvres. C'est une position qui me paraît personnellement très bizarre. Alors, on peut certes alléguer qu'en pratique, cela ne soulève pas de grandes difficultés, ni pour l'artiste, ni pour le spectateur naïf, et que seul le philosophe ne peut s'empêcher de soulever des raisons de perplexité et parfois d'insurrection. Mais bon,
personnellement, je trouve quand même curieux qu'on puisse soutenir que le réalisme est un enjeu esthétique majeur, mais que cela ne s'entend que pour la philosophie de l'art, sans que la considération des œuvres puisse en porter une trace notable. Cela en fait-il un réalisme esthétique? Bon, l'autre exemple complète et réoriente les remarques précédentes par le biais du portrait de Zola, peint par Manet en 1868. Un portrait qui est à Orsay. Ici, nulle ambiguïté dénotationnelle. L'œuvre fait bien référence à l'écrivain, qui y est représenté de façon transparente et en situation, assis à une table, où il n'écrit cependant pas, mais feuillette un livre illustré. Apparemment, donc disent les meilleurs exégètes, l'histoire des peintres de Charles Blanc, un gros volume, un gros travail en 8 volumes, dont la publication a débuté en 1861, donc juste avant. Dans la sélection d'indices relatifs à leur environnement culturel, le plus significatif est moins la plume dans l'encrier, puisque cette plume ne sert à rien, là, que l'estampe d'Utagawa, qui faisait partie de la collection de Manet, ou la reproduction de Goya, qui font passer au premier plan la relation personnelle entre le peintre et son modèle, puisque Goya était une des références majeures, évidemment, de Manet. Mais surtout, on voit sur la toile une photographie peinte, ce n'est pas un collage d'une vraie photographie, une photographie de l'Olympia, sur laquelle Zola avait écrit l'année précédente un article enthousiaste, ne la qualifiant pas seulement de chef-d'œuvre, mais y devinant, je le cite, la chair et le sang du peintre. Et dont un critique a remarqué que la direction du regard a été modifiée pour donner l'impression que le personnage regarde l'écrivain. De plus, Manet n'a pas signé son œuvre par un paraphe graphique, comme à son habitude, mais en faisant figurer en position frontale la couverture de la plaquette que Zola venait de lui consacrer. Donc, indépendamment de la facture qui identifie aisément le style pictural de Manet, avec ses larges aplats plaqués, tout se passe comme si le tableau était aussi, à sa manière, qui n'est pas évidemment celle de l'autoportrait, un portrait de Manet qui repousse au second plan le sujet manifeste du tableau dont il fait un prétexte. Ne serait-ce pas alors une erreur, une marque d'aveuglement, que de restreindre le parcours de la dénotation au seul plan représentationnel, c'est-à-dire là où le réalisme pictural n'apporte aucune certitude, voire, comme précédemment, rend vaine la démarcation entre factuel et fictionnel. Le moins qu'on puisse dire est que celle-ci fonctionne en réalité dans un cadre référentiel plus large qui inclut de multiples aspects liés à l'exemplification et à des informations non perceptibles. Bon, une option, évidemment, consiste à se replier sur le concept d'art, avec ou sans majuscule, et à s'en tenir aux prédicats ou propriétés dont on fait usage lorsqu'on traite des œuvres d'art en tant qu'entité. C'est l'un des héritages de la philosophie du langage. Bon, personnellement, j'avoue avoir peu d'attrait pour cette orientation, et je suis tout à fait d'accord avec Dominique Lopez, là, dans Beyond Art, où il propose de libérer l'art de son concept, de cesser d'en faire une espèce de grand sac informe et de s'en tenir à la diversité des arts existants. Bon, une autre, qui séduit davantage le réaliste esthétique, cherche une voie de sortie hors du labyrinthe instable des données empiriques dans la confiance accordée aux dites propriétés esthétiques, conçues comme des composantes définitionnelles à part entière des œuvres, et non pas comme des paramètres qui entrent en résonance avec
l'expérience qu'on en fait. Alors, à titre personnel, je suis convaincu, avec Ben Snaney, que si nous pouvons, je le cite, si nous pouvons pratiquer l'esthétique sans faire fond sur le concept de propriétés esthétiques, nous devrions tenter de le faire. Page 82 de l'édition française. Bon, pour cela, évidemment, il faut disposer d'une alternative suffisamment crédible. Et il a proposé une notion qu'il appelle les propriétés pertinentes du point de vue esthétique. C'est-à-dire des propriétés qui n'ont rien de remarquable ni d'esthétique par elles-mêmes, mais qui, dans un contexte approprié, sont en mesure de produire une différence esthétique significative et, par exemple, de modifier l'appréciation qu'on fait d'une œuvre ou d'une situation. Donc elles ne sont pas intrinsèquement de nature esthétique, mais elles assument une fonction esthétique lorsque notre attention est attirée sur elles, que ce soit par le biais d'une directive externe, ça peut être le titre, ça peut être la classification de l'œuvre, ça peut être le jugement d'un critique, enfin des choses très variées, ou même en tant que résultat d'une observation minutieuse qui me conduit à modifier une hypothèse courante de lecture. Alors, je ne développerai pas ce point plus avant, bon, Ben Snaney l'aurait fait bien mieux que moi, et je m'en tiendrai simplement pour finir à de brèves remarques au sujet de la notion disputée de propriété esthétique. En effet, à la différence des propriétés morales, qui portent sur un mode de fonctionnement qui se démarque des lois naturelles, leurs contreparties esthétiques ne comportent pas de niveau spécifique. Enfin, je pense qu'elles n'en comportent pas. Si bien que les normes qui en émergent, ça ne me gêne pas d'utiliser le terme de normes dans ce cas-là, mais ces normes-là renvoient à des configurations privilégiées qui ont la puissance de structurer des éléments qualitatifs qui sont présents dès la perception. Alors, une façon courante et simple, sinon simpliste, évidemment, de caractériser le rôle qui est celui d'une propriété esthétique est de dire que l'approche réaliste insiste sur sa portée descriptive, alors que la position opposée retient l'importance de la décision évaluative. Bon, même si la frontière semble rigide au plan définitionnel entre ce qui est descriptif et évaluatif, leur usage comporte souvent une zone d'interaction. Ainsi, Sibley, par exemple, admet la possibilité de termes de propriété à évaluation ajoutée, comme il disait, qui, à la différence des termes de mérite, donc qui sont purement descriptifs, fournissent une indication soit positive, soit négative, quant à l'appréciation qu'on en fait. Et il cite comme exemple savoureux et insipide. Il semble toutefois raisonnable de supposer qu'une attribution esthétique fiable doive s'ancrer dans un soubassement stable, alors qui peut être fourni par une base formelle, dans le style de Zangwill, par exemple, ou par des constantes expressives, peut-être Suzanne Langer ou Mazesel. Quelle que soit l'option retenue, les réalistes mettent l'accent sur la covariance réglée entre le paysage varié de nos impressions et des qualités phénoménales sous-jacentes sur lesquelles elles surviennent. Ce qui est indubitable dans une telle argumentation est qu'il existe ce que Levinson appelle des limites descriptives. Là, je crois qu'il a parfaitement raison sur ce point. Des limites descriptives en vertu desquelles aucun effort d'imagination ne permet d'appliquer de manière arbitraire ou indifférente n'importe quel prédicat à n'importe quelle situation. Quand bien même, à l'inverse, aucune liste de conditions ne permet de conclure avec certitude à la présence d'une qualité esthétique. Pourtant, alors là je
je m'éloigne évidemment totalement de Levinson, il ne va nullement de soi que des critiques idéaux, convenablement informés et libres de préjugés, dotés de vertus épistémiques adéquates et obéissant à ce que Zemach appelle des conditions standards d'observation, s'accorderaient à coup sûr sur une propriété évaluativement neutre. C'est un pari qu'il n'est pas déraisonnable de faire. Mais c'est un pari, celui de refuser d'y voir. C'est un pari qu'il n'est pas déraisonnable de faire, celui de refuser d'y voir un simple effet de conformité culturelle ou de coréférence partagée. Mais cette décision reste, me semble-t-il, de l'ordre du pari. Et sur le plan des analyses esthétiques effectives, je pense qu'elle est rarement confirmée de façon satisfaisante. En effet, comme le remarque Sibley, à la différence de la morale, où il suffit qu'une description soit appropriée pour que X relève de la bonne propriété, en esthétique, l'exemple considéré doit en plus être dépendant des relations entre la propriété pertinente et un ensemble de faits particuliers. Cela revient à dire que si les descriptions apportent une information sur le niveau déterminable, elles n'atteignent pas le niveau déterminé, ou pour le dire autrement, qu'il n'existe pas de lien de signification entre elles et le terme esthétique. Ce qui implique aussi, alors là c'est plus controversé, qu'aucun témoignage n'est en mesure de suppléer l'expérience directe qu'on fait d'une œuvre ou d'une situation. Alors, si les réalistes se préoccupent principalement de justifier l'accord entre jugements attribuant une propriété donnée, Alan Goldman remarque que les antiréalistes privilégient à l'inverse les désaccords et la meilleure façon de les expliquer. Qu'il y ait des désaccords n'a rien de surprenant. Je dirais qu'en esthétique, c'est au contraire une banalité. C'est une situation à la fois inévitable et inoffensive qu'aucune clause ne parvient à effacer. Et il n'y a rien de scandaleux, je pense, à ce que des critiques idéaux puissent différer de sensibilité ou ne pas faire le même usage du goût, y compris en face de chefs-d'œuvre qui sont validés par l'histoire. On pourrait prendre comme exemple, par exemple, les redécouvertes des courants qui ont été complètement méprisés à un moment donné et qui retrouvent à un autre moment, je dirais, sinon une actualité, du moins un intérêt. Alors, d'une pelote passablement embrouillée et bien plus large, je ne retiens que deux fils qui suggèrent quelques aperçus qui sont très partiels. Bon, la première remarque que je voudrais faire, qui est soulignée par John Bender, est que le problème des désaccords s'aggrave encore si l'on se place sur le terrain de la sensitivité plutôt que sur celui traditionnel pour l'esthétique de la sensibilité, qui est une différence d'ailleurs qui est souvent très peu marquée en français. L'idée simple est que les individus diffèrent dès l'appréhension sensorielle, et en particulier dans le degré d'intensité qui est ressenti en présence d'une qualité. Par exemple, l'amertume d'une saveur ou la tension d'une figure. Un point sur lequel tous les artistes n'ont cessé d'insister depuis toujours. Bon, l'enjeu n'est cependant pas de tirer l'esthétique vers la physiologie, mais de relever l'importance de considérations ergonomiques pour caractériser ce qu'on peut attendre de la conduite esthétique. Alors, je ne veux pas dire par là que l'ergonomie, ou dans un terme plus à la mode aujourd'hui, l'affluence, explique nos réactions esthétiques. Ça n'explique que les œuvres banales, en réalité. Il faut
il faut ajouter quelque chose de plus. Schaffer, par exemple, la curiosité, ou Paul Sylvia, l'intérêt. Sinon, on en reste évidemment à des choses qui n'ont aucune séduction. Alors, l'autre observation, qui est la contrepartie de la précédente, porte sur la conception du goût. Selon la majorité des auteurs depuis le XVIIIe siècle, le goût s'apparente à un sens interne, Hutcheson par exemple, ou un sens commun, Shaftesbury, qui lui donne la garantie d'une uniformité et d'une légalité. Bon, c'est bien sûr Kant qui est allé le plus loin dans cette voie, dans son souci de faire du jugement de goût le support d'une communicabilité en droit universel qui ne peut retenir de nos impressions que ce qui est relatif à la forme, à distance autant du contenu empirique, l'agréable, que d'une règle conceptuelle. Pourtant, une autre tradition ne cesse de l'accompagner, qui met au premier plan le jeu des émotions et des passions. Le goût apparaît alors plus volontiers comme un champ de force en constante évolution, ou en constante réorganisation. Pour Alexander Gérard, par exemple, un auteur aujourd'hui sous-estimé, le goût n'a rien d'une faculté ou d'un pouvoir unique. Il est le résultat d'un équilibre complexe, jamais complètement assuré, dans lequel le terme garde quelque chose du cheminement qui a été le sien. J'y vois pour ma part un écho des chaînes référentielles qui, pour Goodman, ordonnent ou résument la trame de nos questionnements esthétiques, ici entre accroche attentionnelle et dynamique cognitive. Bon, c'est une lecture qui serait non goodmanienne, bien sûr. Comme Hume, Keynes et Reid, avec lesquels il partage bien des thèmes, Gérard croit à la possibilité d'éduquer et de rectifier le goût par un usage judicieux de la critique et du rapport à la culture, ce qui anticipe d'ailleurs probablement l'essor, ou l'idée en tout cas, d'une esthétique dialogique. Mais aucun d'eux, sans doute, ne penserait qu'il y va uniquement d'une décision théorique. Alors, j'en viens un peu à mes remarques finales, j'ai encore quelques minutes peut-être. L'important, pour moi, me semble de ne pas tomber dans le piège que tend le réaliste en imposant un choix maximaliste, ou bien accepter la rassurante évidence que donnent les propriétés esthétiques, quitte à devenir prisonnier d'un essentialisme latent ou non, ou bien sombrer dans l'anarchisme interprétatif, que ce soit dans une optique subjectiviste, projectiviste ou relativiste. Car une telle alternative est non seulement fausse, mais entièrement ad hoc. Le seul enjeu qui vaille est à peu près le même dans les deux cas, savoir sélectionner quelles hypothèses sont recevables et fécondes sur la base de l'information accessible, ou encore lesquelles maximisent la cohérence et la portée des attributions esthétiques. Ce travail a son lieu au plus près des œuvres, et il ne saurait faire l'économie d'études empiriquement lestées, tant dans leur profondeur génétique que dans leur contexture cognitive. En conclusion, rien de ce que j'ai dit n'empêche quelqu'un d'adhérer à un point de vue réaliste. Et mon objectif n'est pas de promouvoir quelque orthodoxie que ce soit, ni de chercher à convertir des gens que je considérais comme égarés. C'est totalement en dehors de mes intentions, de mes préoccupations. Néanmoins, jeter le trouble sur le caractère central du couple réalisme-non-réalisme en esthétique ne peut pas ne pas modifier la conception générale qu'on s'en fait. Alors, j'ai signalé juste en passant la question du couple de l'artistique et de l'esthétique. Bon, il y a des cas où, effectivement, ça me paraît parfaitement légitime de
séparer les deux. Mais il y a d'autres cas où cela n'est pas justifié. Pour moi, si l'esthétique présente un intérêt, en tout cas par rapport aux images, mais je pense que ça se généralise à d'autres choses, elle doit entrer dans l'image. Et elle doit comprendre comment fonctionne une image. Bon, ce que je défendrais, c'est donc une forme de fonctionnalisme, peut-être de ce point de vue-là, ce n'est pas le terme qui est le plus parfait en la matière. Alors, Ted Cohen soutenait que la distinction esthétique-non esthétique, par elle-même, ne produit rien. Alors, il le disait très méchamment, il disait c'est pas la peine de dire ciblé, parce qu'une fois que vous avez compris qu'il y a cette distinction, il n'a rien d'autre à dire. Bon, c'est quand même un peu abrupt, je trouve. Mais je me demande s'il n'en va pas quelque peu de même de la distinction réalisme, non-réalisme, esthétique. Alors, est-ce que c'est une forme d'agnosticisme, au moins provisionnel? Je ne saurais pas trancher complètement. En tout cas, l'enjeu porte moins sur la relation au monde, qui n'est pas mise en cause dès qu'on abandonne l'illusion de le posséder sans effort, que sur ce qu'on peut espérer d'une caution d'ordre métaphysique. Alors c'est là que je me sépare de la plupart d'entre vous, parce que je doute pour ma part qu'elle soit indispensable, sauf à vouloir transformer l'esthétique en méta-esthétique. Mais je pense que c'est un projet qu'on peut trouver assez illégitime. Et je ne vois pas non plus quel déficit son absence ferait peser sur la métaphysique. Merci.